Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Au Maroc, l'entrepreneuriat féminin se positionne comme un vecteur essentiel de développement économique et social. Les rôles et les perspectives des femmes sont au cœur de ce développement. Des transformations démographiques aux progrès en matière d'éducation, de santé, d'accès aux postes de décision jusqu'aux défis persistants tels que le chômage. Le dernier rapport du HCP sur la femme dresse un portrait nuancé et complexe de la réalité des femmes marocaines. Comment l'entrepreneuriat féminin peut être catalyseur de changement? L'entrepreneuriat féminin peut-il combler les écarts de genre et promouvoir un développement inclusif et durable au Maroc? Nous allons en discuter ce soir avec Madame Fatima Boutaleb. Vous êtes professeure-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également membre du bureau Réseau Femmes et coordinatrice du Global Internship Monitor GEM. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, parlons de l'entrepreneuriat féminin, c'est un peu votre spécialité. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, les facteurs culturels et sociaux qui influencent l'entrepreneuriat féminin au Maroc? Très bien. Alors, au Maroc, nous constatons qu'il y a des facteurs multiples qui justement influencent l'activité entrepreneuriale, à la fois sur son volet quantitatif, mais aussi son volet qualitatif. Je rappelle que l'activité entrepreneuriale de manière générale est mesurée selon différentes phases du processus. Il y a les entrepreneurs naissants, il y a les entrepreneurs nouveaux, les entrepreneurs établis. Et puis, il y a lieu aussi de mesurer les sorties entrepreneuriales ou ce qu'on appelle communément, dans une approche plus organisationnelle, les défaillances. Donc, il est important, pour avoir un scoping fidèle, de voir un petit peu la présence des femmes dans chaque phase, à la fois sur le plan quantitatif, mais aussi sur l'impact qualitatif de leur activité. Alors, force est de constater que le taux d'activité entrepreneuriale suit un petit peu la tendance aussi, celle de l'activité salariale, en ce sens que ça reste un taux faible. Donc, selon le dernier rapport du Global Entrepreneurship Monitor que nous avons lancé au mois de février dernier, donc nous constatons qu'il y a un entrepreneur naissant femme pour 2 entrepreneurs naissants hommes et un entrepreneur femme établi pour 3 entrepreneurs hommes établis. Donc nous sommes à un taux global de 7,3%, cumulant les naissants et l'établi. Évidemment, on est un petit peu loin du taux communiqué par, bien sûr, par la direction des PME. En fait, je tiens à préciser le modèle conceptuel de GEM, c'est que l'on considère à la fois les entrepreneurs, gestionnaires et propriétaires. Donc, il faut qu'il y ait les 2 conditions pour considérer l'entrepreneuriat comme étant féminin ou masculin, mais en tout cas, il faut qu'il y ait ces 2 conditions pour considérer la personne active en entrepreneuriat. Si on devait donc comparer les chiffres par rapport aux femmes et aux hommes? Alors, relativement au dernier rapport qui a été lancé au mois de février dernier, ici même à Casablanca, nous constatons que le taux d'activité entrepreneuriale féminin reste faible. Donc c'est une tendance qui s'est vérifiée depuis déjà 9 ans, donc avec un pic en 2019, juste avant Covid. Donc aujourd'hui, nous sommes à 6,1% en taux moyen d'entrepreneurs naissants, avec 4% pour les femmes et 8% pour les hommes. Donc on est au double relativement à l'entrepreneuriat naissant. Quant à l'entrepreneuriat établi, donc c'est-à-dire une activité qui a duré plus de 3 années et demie, on constate que le gap il est encore plus important. Nous sommes à un rapport de 1 à 3. Donc, alors, dans sa globalité, alors vous allez me dire une activité entrepreneuriale, oui, qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs
femmes ou hommes, c'est bien, mais encore faut-il qu'ils aient un impact sur l'économie. Donc, et c'est tout l'intérêt de cette étude de GEM, c'est qu'il y a une relation, une corrélation entre l'entrepreneuriat et la croissance économique. Et dans ce sens-là, on constate que chez les entrepreneurs femmes, il est vrai que alors il y a un peu comme une sélection darwinienne, donc il faut beaucoup de résistance, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, mais ce peu de femmes qui arrivent à entreprendre, elles vont mieux entreprendre comparativement aux hommes. Elles vont créer un écosystème autour d'elles, donc. Voilà, et elles vont avoir évidemment plus confiance en elles pour aller prendre des risques. Donc, on est dans un profil un peu de la superwoman qui va justement avoir à cœur d'avoir un impact non seulement au niveau de son entreprise, mais aussi au niveau de son écosystème et au niveau de toute la société tout court. Et quels sont les obstacles auxquels sont confrontées aujourd'hui les femmes entrepreneurs au Maroc ? Alors, je dirais les mêmes obstacles qui empêchent aujourd'hui la femme d'accéder au marché de travail. Donc, nous parlons à la fois des obstacles culturels, donc le poids des résistances sociales et culturelles est très important dans le contexte de notre nation et de notre économie. Il y a également des obstacles qui sont institutionnels, c'est de l'ordre de l'écosystème, donc toutes les mesures, les conditions cadres, on parle par exemple de l'éducation, on parle de système de financement, on parle des politiques publiques, nous parlons également de l'accès au marché, etc. Donc on identifie 13 conditions cadres, mais il y a aussi des obstacles liés aux compétences. Donc, c'est-à-dire qu'il y a lieu de capaciter la femme, notamment en matière, par exemple, d'éducation financière, en matière, par exemple, de l'inclusion digitale. Donc, il y a une multitude de facteurs qui sont interreliés. Donc, et qui sont assez compliqués et complexes. C'est-à-dire, d'où d'ailleurs, d'où l'appréciation que j'ai par rapport au dernier rapport du HCP, puisque justement, il a intégré le fait qu'il n'y a pas une approche monocausale à privilégier lorsqu'il s'agit de la femme marocaine, de comprendre le profil de la femme marocaine. Il y a lieu de dépasser ces études quantitatives contingentes et d'aller aussi vers des études plus qualitatives et justement voir toute la pluralité du paysage. Justement, ce rapport dont vous parlez mentionne une augmentation du taux de célibat, une baisse du taux de mariage chez les femmes marocaines. Est-ce qu'on pourrait donc comprendre que ces changements démographiques pourraient influer sur l'entrepreneuriat, en tout cas l'environnement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc? Alors, il est clair que l'entrepreneuriat comme étant un output finalement de toute une série d'éducation, de facteurs, etc., est lié non seulement est façonné par la démographie. Alors, justement, le travail du HCP est très louable dans ce sens-là, puisqu'il a démontré que il a fait un profilage au regard de plusieurs facteurs dans une approche intersectionnelle et il a montré que, par exemple, en termes d'employabilité, les jeunes femmes âgées de 25 à 34 ans, qui sont mariées et qui ont un diplôme moyen ou n'ont pas du tout de diplôme, sont ces femmes-là qui sont exposées à une probabilité d'inactivité importante, qui dépasse les 80%. Donc, on voit bien que la construction sociale ou le paysage, au niveau d'une nation ou d'une société va justement avoir un impact sur l'activité économique. En termes de démographie, il faut comprendre un élément très important, c'est que le Maroc est une société en transition démographique très importante. Nous sommes aujourd'hui, un taux de fécondité de 2,4%, sachant qu'il faut 2,1 pour justement renouveler une génération. Alors, on était à plus de 6%, bien sûr, après l'indépendance. Donc cette évolution importante, elle n'est pas sans conséquence sur l'activité des femmes, sur, bien sûr, leurs ambitions. On voit, par exemple, que sur le plan
par exemple, de l'accès à l'éducation. On voit bien sûr une augmentation massive des jeunes filles qui arrivent à se scolariser, qui arrivent à fin de parcours scolaire, ce qui est une chose intéressante, d'autant plus qu'elles réussissent encore. On voit qu'elles réussissent encore parfois mieux que les garçons. Elles vont investir aussi des secteurs et des métiers qui n'étaient pas jusqu'alors ouverts à la gente féminine. Donc tous ces éléments sont importants. Et puis surtout, il y a une certaine autonomisation économique. On voit davantage des femmes chefs de foyer, donc qui vont être dans une indépendance financière, qui va donc justement parce que le recours à l'entrepreneuriat est conditionné aussi par l'accès notamment au capital financier, l'accès au capital humain qui est l'éducation, bien sûr le capital social au niveau du réseau, etc. Donc tout cela évidemment a un impact sur le recours à l'activité entrepreneuriale. Vous l'avez dit, le taux, à peu près le taux de femmes aujourd'hui entrepreneurs au Maroc avoisine les 7% selon l'étude qui a été effectuée par GEM plutôt. Et on sait que le taux d'activité des femmes aujourd'hui est aux environs de 20%. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'employabilité pour renforcer davantage la présence de la femme et pour pallier aussi à ce manque à gagner au niveau du PIB, puisqu'on parle de 50% de la population mondiale quand on parle des femmes, et donc 50% aussi de la population marocaine qui peut contribuer activement au PIB national et à l'économie nationale, à son développement. Donc comment faire en sorte de renforcer davantage la présence de la femme aujourd'hui au niveau, en tout cas, de l'activité professionnelle pour qu'elle puisse pleinement en bénéficier en tant que personne, mais aussi pour que le pays en bénéficie? Alors, la participation de la femme à l'économie, elle est généralement mesurée justement par la présence au niveau du marché de travail et éventuellement par le taux d'activité entrepreneuriale. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 19% du taux d'activité. C'est important de lier ça justement à la démographie parce que quand on regarde de 2000, alors il y a en fait une arrivée massive des jeunes femmes qui arrivent sur le marché de travail et du coup, quand bien même il y a eu des efforts au fil des années. Nous constatons par exemple que la création d'emplois n'est pas suffisante. Le secteur privé notamment n'arrive pas suffisamment à créer de l'emploi pour absorber ce flux qui arrive. Je donne un exemple, de 2000 à 2019-2020, il y a eu en moyenne création de 110 000 emplois par an. Or, si je dois me référer par exemple à l'ambition du Maroc, notamment l'agenda du nouveau modèle de développement, donc on aspire à un taux de 45%. Et puis il y a l'agenda de 2035 par rapport aux ODD. Mais déjà, si on veut qu'il y ait les 45% de taux d'activité, cela veut dire concrètement créer 298 000 emplois par an. Donc on est très loin de ce qui est et 298 000 emplois uniquement dédiés aux femmes. D'accord. Donc on est il faut bien se dire que entre la réalité et ce qu'on aspire à réaliser comme résultat, il y a quand même beaucoup on va dire d'utopie, pour ne pas dire de la naïveté, de se dire qu'on va réaliser cet objectif-là. Donc là, c'est un agenda d'ici 2030, on a encore quelques années, on peut rester optimiste. Alors, il va falloir déjà, ce qu'il nous faut, c'est il faut qu'on aille vers des mesures transformatives. La question, on ne peut plus traiter, alors étant donné justement que c'est une question très sensible et c'est une question qui reste une condition sine qua non pour le développement économique de notre pays. C'est un marqueur de développement pour notre pays. Donc il va falloir que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit, c'est-à-dire que ce n'est pas l'apanage ce n'est pas l'affaire que du gouvernement ou des politiques publiques. C'est aussi l'affaire de la société civile, à travers les associations, la mobilisation des associations par exemple. C'est aussi à travers bien sûr
la sensibilisation, l'information, pour aller au-delà de ces dialogues et de ces discours qui restent très stéréotypés et qui empêchent aujourd'hui la femme d'aller entreprendre ou d'aller travailler. Il y a également la question de, bien sûr, des mesures institutionnelles à prendre, mais ces mesures institutionnelles qui doivent concrètement aller vers le sens de l'effectivité des droits. Parce que l'universalité des droits, personne ne la conteste aujourd'hui, l'universalité des droits de la femme. Nous avons dans notre Constitution, bien sûr, l'article 19 qui statue clairement sur le droit de la femme au travail, etc. Nous, la jouissance des droits, qu'ils soient civils, culturels, économiques, environnementaux, etc., c'est une réalité juridique qui est inscrite noir sur blanc. Maintenant, l'effectivité de ces droits pose problème, et puis pose problème à différentes échelles. Donc, je donne un exemple. Alors, appuyé par un chiffre concret, aujourd'hui, déjà au niveau de la sphère professionnelle, on constate que ce sont les entreprises privées qui vont alimenter ce gap salarial entre les hommes et les femmes, à raison pratiquement de 73%. Donc, ce qui est énorme. Donc, dernièrement... Et pourtant, ce rapport du HCP parle d'une augmentation, de la féminisation des postes, en tout cas de décision, et prend comme exemple le gouvernement et les institutions législatives où il y a aujourd'hui un nombre de femmes important. C'est un peu ce que ça corrobore un peu ce que je disais, c'est que au niveau aujourd'hui du secteur public, la différence n'est pas très importante. On parle d'une différence de 11%. Alors qu'au niveau du secteur privé, c'est justement là où le bas blesse, c'est là où il faut le plus de mesures concrètes pour réduire ce gap entre les hommes et les femmes et donner davantage l'accès. Ah, donc quand vous parliez du chiffre de 73%, c'était... C'est la contribution du secteur privé à ce gap entre les hommes et les femmes. D'accord, j'avais compris dans l'autre sens, très bien. Donc après, c'est quand même un chiffre important. Alors après, effectivement, alors quand on va voir la présence des femmes, par exemple, au niveau des différents secteurs, nous constatons qu'il y a relativement 3 secteurs où la participation de la femme, elle est au-delà de 40%. Donc on parle par exemple des activités agricoles notamment, on parle des professions libérales, des cadres moyens, des cadres supérieurs. Dernièrement, le ministre Mzour, il a fait un point. Bon, il a rappelé que justement que la femme aujourd'hui est un levier de création de valeur. Ça, c'est important. Mais il a rappelé aussi quelque chose de très important, c'est que les entreprises qui sont dirigées par des femmes ont une performance de 20% supérieure à celle des hommes. Donc c'est pour dire que c'est de quoi s'interroger, pourquoi on n'active pas rapidement la participation de la femme et on ne met pas tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut mettre sur la table pour garantir justement cette parité, notamment au niveau des structures et des commissions de prise de décision. Et justement, en quoi l'éducation et la formation professionnelle est aujourd'hui cruciale et comment faire en sorte que, à travers l'éducation, la femme aujourd'hui puisse devenir plus autonome et entreprendre? On l'a dit tout à l'heure, toujours selon les chiffres du HCP, on a dit la femme, elle se marie de moins en moins tôt. C'est-à-dire que les facteurs dont vous parliez tout à l'heure qui étaient plutôt culturels ou stéréotypés, qui pouvaient freiner, on va dire, le développement de la femme, aujourd'hui, à ce niveau-là, en tout cas au niveau des chiffres, elle semble permettre à la femme de pouvoir aller de l'avant, c'est-à-dire en prenant d'autres circuits, d'autres chemins, en retardant le mariage, par exemple. Alors, j'ose croire que ce n'est pas en retardant le mariage qu'on va développer l'activité. C'est-à-dire qu'on parlait d'un taux de célibat et une baisse du taux de mariage chez les femmes jeunes. Il me semble que sur les derniers chiffres, les femmes célibataires, enfin justement la moyenne du mariage chez les femmes a plutôt baissé. Donc aujourd'hui, alors que l'âge moyen des hommes, il a stagné. D'accord. Donc c'est-à-dire après il y a
il faut dire que les statistiques restent très mitigées parce que le Covid a beaucoup, je parle du Covid au masculin, donc, mais la crise du Covid donc, a beaucoup influencé ces statistiques et a beaucoup influencé le paysage social et sociétal, notamment la question des divorces, la question donc il y a eu, ça a été impacté énormément par la crise. En tout cas, pour revenir à ce qui nous intéresse davantage, c'est-à-dire les retombées par rapport aux activités économiques, il me semble que c'est tout un effort, on va dire, transversal qui doit être fait. Et ce n'est pas, j'insiste énormément là-dessus, ce n'est pas de la responsabilité uniquement du gouvernement ou de la société. Bien évidemment. C'est vraiment créer des synergies et essayer d'aller vers une lecture plurielle pour pouvoir, parce qu'il faut agir ensemble, de manière collective, mais agir en même temps de manière concomitante sur un ensemble d'éléments qui touche à la fois l'aspect social et sociétal, l'aspect culturel, l'aspect économique. Il y a des choses assez évidentes aujourd'hui lorsque, par exemple, nous parlons de l'accès au marché public. Il va falloir à un moment activer justement cela, c'est-à-dire que les femmes puissent avoir un quota qui est garanti pour l'accès au marché public, de même que par exemple pour les petites et moyennes structures. Donc il suffit parfois. Alors nous parlons pas de mesures qui vont être durables dans le temps. Ce sont des mesures qui peuvent tout à fait être entreprises de manière ponctuelle, mais qui pourraient avoir un impact assez intéressant et assez important. Absolument, donc créer des synergies pour agir ensemble sur plusieurs éléments. Aujourd'hui, investir en la femme, c'est également investir en l'avenir. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Madame Fatima Boutaleb. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes membre du bureau Réseau Femmes, coordinatrice du Global Internship Monitor GEM, et vous êtes également professeur-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir. Merci, tout le plaisir était pour moi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.